Bonjour à toutes et à tous. Merci, ça y est, je crois que le webinaire est ouvert parce que je ne me vois pas, c'est moi qui partage. Donc, je redis bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus à ce premier webinaire sur Demander Angela dans le cadre de la pratique infirmière afin de lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Donc, moi, je suis Frédéric Debille, je suis le président de l'URPS Infirmiers Libéraux Nouvelle-Aquitaine. Je remercie également ma collègue qui prendra la parole après ma première diapo. Je remercie également le planning familial qui se présentera quand elle prendra la parole. Et je remercie également la direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité qui, elle aussi, prendra et se présentera quand elle prendra la parole. Donc, la première diapo de ce webinaire, c'est celle que je vais faire, c'est l'URPS. Qu'est-ce que c'est qu'ESACO? Donc, c'est toutes les URPS ont été créées en 2009, mises en application à partir de 2010. C'est l'Union régionale des professionnels de santé. C'est-à-dire que 10 professions de santé libérales, médecins, kinés, infirmiers, pédicures, ont toutes en France et en Outre-mer des unions avec des missions réglementaires écrites par la loi. Donc, chaque profession doit accompagner, pour nous, nous accompagnons les infirmiers libéraux dans leur exercice libéral. Vous êtes au courant que nous avons nos journées départementales d'information. Donc, cette année, nous parlons du cabinet de demain. Donc, 15 dates dans tous les départements de la région et dans 2 jours, dans la semaine prochaine, nous sommes dans les Pyrénées-Atlantiques. Nous faisons également des webinaires. Donc, aujourd'hui, c'est contre les violences sexistes et sexuelles, mais la semaine dernière, nous faisions sur la distribution du kit colorectal. Nous organisons aussi, dans une de nos missions importantes, nous organisons l'offre des infirmiers libéraux dans la région. L'idée, c'est qu'il y ait des infirmiers libéraux dans toute la région pour tous les patients. Donc, c'est un travail qui se fait, ça s'appelle le zonage. Donc, c'est avec l'ARS et les CTS que nous organisons ce zonage. Donc, le dernier, c'était en janvier 2025. Là, 2026-2027, on devrait travailler sur le prochain zonage. Et également, nous travaillons auprès des IFSI pour expliquer ce qu'est l'exercice libéral, puisqu'en fin de compte, et vous le savez, il y a des grandes difficultés dans les IFSI. Beaucoup d'infirmiers, de jeunes apprentis arrêtent la profession, arrêtent les études même. Donc, on est là aussi pour leur expliquer ce qu'est l'exercice libéral, ce qu'est la profession d'infirmière. Et on met aussi en place des actions de prévention. Ça fait partie de nos missions. Donc, vers le public, donc lors de la semaine européenne de la vaccination, courant avril. Donc là, on va dans la rue, on va expliquer ce qu'est la vaccination, on va expliquer aussi nos nouvelles compétences vaccinales auprès du grand public. Nous organisons aussi des soirées ciné-débats sur cette année la maladie d'Alzheimer, 12 départements en région, 12 ciné, avec une collaboration avec France Alzheimer, l'URPS orthophoniste et également le Centre régional des maladies neuro-évolutives. Et nous faisons donc, mettons en place la distribution du kit colorectal et ce webinaire pour la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Je laisse la place à ma collègue. Alors là, Karima, Euh, moi, j'entends pas. Oui, voilà, Là, c'est mieux? c'est bon. Super. Donc, je disais bonjour, je suis Karima Youala, infirmière libérale sur Bruges-le-Bouscat et administratrice au sein de l'URPS. Et aujourd'hui, je suis ravie de notre engagement de nos URPS de Nouvelle-Aquitaine dans le dispositif Angela, qui va se présenter sous 2 formes. Le premier axe, et qui est justement la présentation de ce webinaire, c'est sur le harcèlement de rue. Donc, demander Angela. Et prochainement, en fait, ce serait l'axe de la formation en présentiel sur les violences intrafamiliales. Et on espère également avoir la possibilité de le faire en distanciel. Alors, pourquoi intégrer les infirmiers libéraux dans le dispositif Angela? Notre plus grande particularité reste quand même cette capacité à être au domicile 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, chez toutes les personnes sans discrimination, y compris chez des personnes qui nécessitent des soins infirmiers alors que celles-ci ne peuvent pas sortir demander de l'aide. C'est également un maillage territorial stratégique. On est des infirmiers libéraux qui couvrent 100% du territoire, y compris les zones rurales, isolées. On est également formé à l'écoute, soumis au secret professionnel
et habitués à gérer des situations d'urgence. Alors, pourquoi ce webinaire? Donc, mobiliser le dispositif, demandait Angela, dans le cadre de la pratique infirmière afin de lutter contre les violences sexistes et sexuelles, c'est d'abord informer et sensibiliser les infirmiers libéraux qui se porteront volontaires. Pour ce faire, il faut d'abord comprendre en quoi consiste le dispositif Angela, savoir comment accueillir une personne en difficulté, donc forcément, en conséquent, la proposition qu'on fera par la suite sur la formation en présentiel ou en webinaire, connaître les réflexes à adopter et savoir orienter vers les structures compétentes. Du coup, je laisse la main à qui, Oui, du coup? C'est bon? à, Super. à la Pardon. direction régionale. C'est la direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité. Nous sommes ravis en tout cas que l'URPS puisse organiser ce webinaire auprès des infirmiers libéraux et nous sommes ravis que les infirmiers et infirmières libéraux puissent rejoindre la lutte contre les violences sexuelles et sexistes par un meilleur repérage des situations de violence. Quelques mots, donc moi je suis Anne Danière Moreau, donc directrice régionale déléguée aux droits des femmes en Nouvelle-Aquitaine. La direction régionale des droits des femmes, c'est une administration déconcentrée de l'État. Elle relève d'une politique publique qui dépend donc du ministère en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. La ministre est Aurore Berger et nous sommes donc sous l'autorité du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine maintenant, qui est une préfète Sophie Broca. Donc, nous sommes un service déconcentré donc de l'État et nous avons 12 délégations départementales qui sont, elles, rattachées au préfet de département ou aux directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités. Donc, vous avez le nom des différentes déléguées départementales de la Nouvelle-Aquitaine. Pour la Gironde, je suis désolée, là, il y a un petit oubli, c'est Madame Florence Inérand. Mais vous avez 12 interlocutrices, une interlocutrice en tout cas dans chaque département. Et nous mettons en œuvre une politique publique de lutte contre une politique publique de l'égalité avec un plan interministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes qui comporte 4 axes. Vous voyez, il y a un axe sur la lutte contre les violences faites aux femmes, un axe sur la santé des femmes, un axe sur l'égalité professionnelle et économique et un axe sur la culture de l'égalité. Et sur l'axe de la lutte contre les violences faites aux femmes, on va avoir différents types de publics. On a bien sûr les femmes, la prise en charge des femmes et des enfants victimes de violences conjugales, sexuelles et sexistes, mais également la prise en charge des auteurs de violences conjugales avec les centres de prise en charge des auteurs et également toutes les actions de lutte contre la prostitution avec des parcours de sortie de prostitution. On travaille, bien sûr, c'est un travail qui est interministériel. On travaille avec des partenaires du ministère de la Justice, des forces de sécurité intérieure, de l'Agence régionale de santé et bien sûr de toutes les associations spécialisées qu'on va aussi pouvoir évoquer et qui maillent l'ensemble du territoire. Alors, quelques actions phares sur la lutte contre les violences pour vous indiquer comment, effectivement, il y a quelques dispositifs. C'est pas forcément très simple à voir, mais vous avez 12 maisons des femmes santé qui maillent le territoire dans chaque département et qui sont adossées au centre hospitalier et qui ont pour une prise en charge globale des femmes victimes de violences. Vous avez des associations locales qui vont assurer des lieux d'écoute et d'orientation pour les femmes avec des permanences délocalisées dans des zones rurales ou de façon itinérante avec des permanences téléphoniques. Vous avez, comme dans le Lot-et-Garonne, vous avez un dispositif qui est expérimental qui s'appelle le PAC Nouveau Départ et qui permet aux femmes
d'avoir une coordination d'acteurs pour mieux déployer, enfin pour mieux sortir des problématiques de violence. Nous avons un observatoire régional des violences sexuelles et sexistes. Également, nous mettons en place avec les taxis et des conventions taxis qui permettent aux femmes victimes de violences, mais sur prescription des partenaires justice ou des forces de sécurité intérieure, d'avoir des taxis pour aller porter plainte ou pour aller sur les unités médico-judiciaires. Les partenaires associatifs sont essentiellement donc les associations de planning familial qui portent les espaces de vie affective, relationnelle et sexuelle qu'on appelle les EVARS. Je vais parler des CPCA, c'est les centres de prise en charge pour les auteurs. On accompagne avec les parcours de sortie de prostitution, donc les femmes victimes de prostitution, c'est les associations bien sûr qui accompagnent, avec un soutien financier de la part de l'État et donc de la DRDFE. Et bien sûr, vous avez un maillage extrêmement important des centres d'information des droits des femmes qui sont les CIDFF, et qui sont extrêmement avec des professionnels qualifiés et qui vont aussi être des interlocuteurs extrêmement importants dans le repérage et la prise en charge des femmes victimes de violences. Voilà. Je ne vais pas, pour être rapide, je ne vais pas évoquer les autres actions. Et je laisse la parole, et bien sûr, au planning familial, voilà, pour le dispositif Angela. Merci, bonjour à tous et à toutes et merci pour l'invitation. Rapidement, du coup, pour me présenter et présenter le planning familial. Alors moi, je m'appelle Alice Lavolée et j'interviens par la Fédération régionale Nouvelle-Aquitaine du planning familial. Plus exactement, du coup, la fédération régionale, elle porte un organisme de formation. Donc voilà, on propose des formations professionnelles sur différents formats, notamment webinaires. Voilà, et donc là, on va prendre le temps de faire un espèce d'état des lieux des violences sexistes et sexuelles, un petit peu de quoi on parle, c'est quoi le dispositif Angela, et quelle peut être votre place là-dedans dans l'exercice de votre métier. Voilà. Alors, bon voilà, c'est un petit peu ce que j'ai dit. À la fin, il y a des ressources, vous pourrez les voir. Pourquoi ce sujet maintenant? C'est un sujet qui est extrêmement prégnant dans la société. J'imagine que si vous êtes là, je ne vous apprends rien, mais bon, pour essayer de recontextualiser un petit peu tout ça et prendre l'ampleur du phénomène qui est vraiment massif. Je peux vous donner l'exemple d'une femme sur 10 qui déclare avoir subi des violences conjugales au cours de sa vie. 100% des femmes qui déclarent avoir été victimes de harcèlement de rue. Et on estime à peu près 270 000 le nombre de viols ou tentatives de viol par an. C'est une estimation plutôt à la baisse. C'est difficile à quantifier, mais bon, voilà. On voit que c'est un phénomène très, très, très massif. On sait aussi grâce à la Haute Autorité de Santé, qu'environ 80% des femmes qui sont victimes de violences conjugales consultent un professionnel de santé dans l'année où les violences conjugales sont en cours. Mais on constate aussi qu'il y a peu de repérage en consultation, environ 5%. La déduction, c'est donc que les soignants et soignantes ont un rôle stratégique dans le dépistage, le repérage des victimes de violences conjugales. Alors, un petit peu de cadre légal. Quand on parle de violences sexistes et sexuelles, c'est assez large. Ça englobe plusieurs choses. Ça peut aller donc de la contravention, par exemple l'outrage ou l'agissement sexiste, ce qui peut être une remarque sexiste, par exemple. Ça passe par le délit dans les cas d'agression sexuelle, le harcèlement, l'exhibition. Petite précision, quand c'est dans le cadre du travail par un ou une supérieure ou dans la rue, l'outrage ou l'agissement sexiste va être quasiment automatiquement requalifié en harcèlement, donc en délit. Voilà, puisque dans la rue, il y a la répétition. Au travail, s'il y a lien d'autorité, voilà, c'est du harcèlement sexuel au travail.
Et enfin, sont des crimes les viols et viols conjugaux, les tentatives de viol et la soumission chimique. Voilà. On va voir aussi là ensemble, ça peut être important pour vous, qu'il y a des facteurs de vulnérabilité à la violence. Alors, être une femme ou être un enfant, bien sûr, mais en plus de ça, viennent se rajouter des systèmes de domination qui s'imbriquent les uns dans les autres, dont le sexisme, l'agisme, qui est la discrimination vers les personnes âgées, donc les femmes âgées, notamment au-dessus de 75 ans, en tout cas c'est ce que disent les chiffres, on le verra juste après, ont un facteur de vulnérabilité à la violence plus grand. Le validisme, qui est la discrimination envers les personnes en situation de handicap. Et la précarité, j'en parle juste après aussi, tout ça, notamment si ça se cumule, c'est un risque accru d'être victime de violence. Merci. Donc, cette slide, elle est un petit peu fournie. Vous aurez le support après si vous voulez y revenir. Ce qui est important à retenir là-dessus, c'est que les violences sexistes et sexuelles, c'est un problème structurel, donc de société. Et les premières victimes sont bien les femmes et les enfants. Les femmes, du coup, ce que je disais juste avant, si on vient zoomer un petit peu, on voit assez clairement que les femmes en situation de handicap, les femmes précaires, les femmes âgées sont vraiment les victimes les plus prégnantes des phénomènes de violence et notamment de violence conjugale, ou en tout cas intrafamiliale à l'intérieur du domicile. Il y a plusieurs raisons à ça. Pour la précarité, par exemple, ça ne veut pas dire que il y a plus de violence dans les milieux précaires, ça veut dire que c'est plus difficile de s'extraire d'une situation de violence quand on est en situation de précarité. Par tout simplement manque de moyens financiers, potentiellement de l'isolement, voilà. Sinon, ça touche vraiment tous les milieux sociaux sans distinction, mais c'est plus difficile d'en sortir. Pour les femmes âgées, ça s'explique par potentiellement une relation de dépendance due à l'âge ou au handicap. Mais aussi potentiellement au fait que les violences conjugales sont installées depuis plus longtemps dans le couple et donc sont de plus en plus violentes, j'ai envie de dire. Le cycle en fait de la violence est enfermé, l'emprise est d'autant plus prégnante sur la victime. Voilà, vous pourrez regarder cette slide si elle vous intéresse, mais ce sont des facteurs importants à garder en tête. Qu'est-ce que le dispositif demandait Angela? Donc, à la base, petit retour en arrière, c'est un dispositif de mise à l'abri immédiate dans l'espace public. C'est né en 2016 au Royaume-Uni, après le féminicide, donc le meurtre par conjoint ou ex-conjoint d'Angela Crompton en 2012. L'idée est qu'une personne en insécurité dans un espace public, dans la rue, dans un bar, dans un restaurant, puisse identifier un lieu refuge pour pouvoir demander de l'aide en toute discrétion, notamment si son agresseur est à proximité d'elle, d'où le code demandé Angela. Et le lieu, en tout cas, les personnes qui vont recueillir la victime dans le lieu refuge doivent du coup mettre la personne à l'abri et lui proposer une orientation. Voilà, c'est cette idée-là, le dispositif Angela. Ça demande du coup au moins 3 actions qu'on va redétailler et qu'on va essayer de réadapter aussi à votre pratique infirmière. Mais d'abord, un accueil de parole sans jugement. Il n'y a pas besoin de justification pour la mise à l'abri. Si la personne demande Angela et demande de l'aide, on la croit. Et c'est de mettre la personne à minima en protection. Donc, quand l'agression a lieu dans un lieu public, et c'est de demander à l'agresseur de partir et demander à la victime de quoi elle aurait besoin à ce moment-là. Est-ce qu'elle souhaite porter plainte? Est-ce qu'elle souhaite qu'on appelle ou qu'elle-même puisse appeler une personne proche pour lui donner de l'aide, être orientée vers une association pardon, qui pourra l'aider. Voilà, une codéfinition de l'orientation. Ce dispositif, qu'est-ce qu'il produit depuis du coup 10 ans et toutes ses déclinaisons? Il produit une culture de la vigilance collective, c'est-à-dire que les personnes se sentent concernées par l'accueil d'une victime qui viendrait les voir pour leur demander de l'aide. Et ça, c'est très important pour éviter le je suis pas sûre ou est-ce que c'est vraiment mon rôle ou je sais pas quoi faire. L'idée, c'est que collectivement, si on se sent concerné, on protège mieux les personnes. Ça produit de la déculpabilisation puisque la victime n'a pas besoin de prouver qu'elle est en danger, elle est crue de fait.
Et ça produit une réduction de l'isolement, ce qui peut être vraiment extrêmement précieux quand on est victime de violence. L'isolement peut paraître très très fort. Ce que ça ne résout pas, c'est les violences en elles-mêmes. Ce n'est pas un dispositif de prévention. Alors, en quoi ce dispositif peut vous parler? Comme l'a très bien dit Karima, vous intervenez à un endroit très spécifique de par votre profession, qui est le domicile, qui est pour vous le lieu du soin. C'est aussi le domicile et l'espace privé, un lieu de domination. C'est le lieu où on retrouve le plus de violence intrafamiliale. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est un lieu en huis clos, c'est un lieu où la dépendance entre les personnes peut s'activer. C'est un lieu d'isolement potentiellement. Et vous êtes en première ligne pour observer certains mécaniques des violences. Dans le cadre du dispositif, ce qui peut vous parler, c'est la lecture de ce qu'on appelle les signaux faibles. C'est-à-dire que la violence, elle s'exprime pas toujours par du spectaculaire, par des coups, des cris, des bleus, par des blessures. Il y a aussi d'autres signaux comme ça un petit peu latents qui mettent la puce à l'oreille quand on en a un petit peu connaissance et qui peuvent permettre d'activer des leviers pour agir. Par exemple, on a une conjointe qui répond à la place de la personne que vous êtes venu voir. Une annulation répétée de soins, d'autant plus si la personne elle est en réelle nécessité de soins et qu'elle a du mal à tenir les engagements, que ça se répète ça s'annule de façon répétée. Vous sentez les proches en surveillance constante. Il ou elle ne quitte jamais la pièce quand vous êtes en soins ou pose beaucoup de questions, ont tendance à être assez intrusifs aussi avec la personne. Vous pouvez constater chez les patientes une anxiété inhabituelle. Voilà, et etc., etc. Il y a des ressources à la fin que vous pourrez aller voir. Voilà, donc ça, c'est une représentation un petit peu différente de ce que je vous disais juste avant, donc du continuum, on appelle ça, des violences. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ce qui est visible, il y a aussi tout ce qui est invisible et tout ce qui, du coup, va relever du contrôle, l'humiliation, de l'emprise. Donc, c'est un conjoint qui va culpabiliser la personne, qui va faire des blagues sexistes, qui va mépriser, dévaloriser ou qui va être extrêmement contrôlant aussi. Voilà. Tout ça, c'est ce qui est un petit peu invisible ou que vous pourrez constater à l'intérieur du domicile. Euh, il est probable que ça mène du coup à la partie émergée de l'iceberg qui est la plus visible socialement. Voilà, mais l'un ne va pas sans l'autre. Alors, en quoi du coup demander Angela peut vous inspirer? C'est un dispositif, en tout cas pour la manière dont il a été pensé à la base dans l'espace public, dans les bars et les restaurants, qui est assez peu transposable, j'imagine, pour vous en l'état, mais il peut inspirer des pratiques. Donc la culture du signal faible, c'est ce qu'on a vu juste avant, donc c'est savoir en fait lire ces signaux-là, en tout cas les prendre pour ce qu'ils sont, des signaux inquiétants de violence. Le mot-clé ou l'élément visuel que vous pourrez avoir avec vous, donc je crois que dans le kit qui vous sera proposé, il y a du stickers ou des porte-clés avec Demandez Angela. En fait, c'est un élément qui peut vous permettre d'ouvrir la discussion, soit pour les personnes victimes, soit vous présenter en fait le dispositif aux personnes en disant voilà, c'est un dispositif de mise à l'abri, d'essai de repérage des personnes victimes de violences. Et ça peut être une porte d'entrée, une main tendue pour la personne qui aurait envie, besoin de parler, de se livrer sur des violences qu'elle vivrait. C'est un réseau professionnel, je vais revenir dessus et je crois que je ne serai pas la seule à revenir dessus. L'idée, c'est pas du tout de vous demander de porter une responsabilité et d'agir seul. J'imagine que vous faites déjà un travail bien impliquant et qui n'est pas facile et vous avez surtout des obligations de soins, enfin voilà, des choses à faire. L'idée, c'est pas du tout de vous rajouter une charge de travail ni une charge mentale supplémentaire. L'idée, c'est de faire partie d'un réseau de professionnels pour pouvoir, une fois que vous avez repéré des violences, orienter les personnes, demander de l'aide et ne pas rester seul, ni la victime, ni vous, en fait, avec ce récit de violence. Voilà, bon, la vigilance sur les personnes les plus exposées, ça, c'est un petit peu la culture du signal faible. Pour moi, ça va avec. C'est repérer des signaux inquiétants et redoubler de vigilance sur, du coup, les personnes les plus exposées, comme on l'a dit, les femmes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes particulièrement isolées.
Et voilà, vous encourage encore une fois à mobiliser votre réseau. On va voir juste après comment on peut faire ça. Alors, réflexion. Pour essayer d'avoir un petit peu plus de projection, je voulais vous proposer un cas clinique. Donc, vous êtes chez Madame B, elle a 78 ans. Vous constatez que son fils répond systématiquement à sa place sur des questions quotidiennes, que ses plaies sont mal suivies entre les rendez-vous, les consignes que vous aviez données ne sont pas exécutées. Et la patiente vous semble particulièrement silencieuse, agitée, elle montre des signes d'anxiété. Voilà, je vous propose de réfléchir quelques secondes à ce que vous pourriez faire. Voilà, est-ce que c'est une situation qui vous parle? Est-ce que vous arrivez à vous projeter ou pas? Ce qu'on vous propose, nous, voilà. Donc, cette situation est inquiétante. Elle vaut le coup, via le dispositif, de se poser la question, voire de poser la question, du coup, à la patiente, en tout cas, de pouvoir agir. L'idée, c'est pas du tout de faire une enquête policière. Pour ça, il y a la police. De ne pas rentrer dans de la culpabilisation, notamment sur les soins qui sont mal faits, c'est probablement pas de la faute de Madame B. La confrontation directe avec son fils ou avec elle n'est probablement pas non plus la meilleure idée, et la minimisation non plus. Le repérage, du coup, c'est une démarche clinique. L'idée, c'est que vous puissiez noter concrètement l'impact des violences dans le soin. Vous remarquez, vous, dans le cadre de votre fonction, que le soin n'est pas bien réalisé ou éventuellement que des blessures se rajoutent aux besoins de soins de la patiente. Vous pouvez écouter, vous pouvez ouvrir la parole sur comment ça se passe en ce moment dans la vie de la patiente et vous pouvez du coup l'orienter. Alors, ouvrir la parole, quand c'est possible. On vous propose quelques pistes, le mieux étant de poser la question. Si vous repérez des signaux, si la personne vous semble agitée, anxieuse, posez la question. Il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez aller explorer de manière générale comment ça se passe en ce moment à la maison, comment vous allez, comment vous vous sentez. On peut explorer les relations avec l'entourage, donc comment ça se passe avec votre entourage, ou avec votre fils, avec votre mari, etc. C'est possible de nommer ce que vous voyez, notamment si la personne a l'air anxieuse. Donc là, vous avez l'air préoccupé. Qu'est-ce qui est difficile pour vous actuellement? Vous pouvez dire votre ressenti aussi. Je vous sens un petit peu plus agité que d'habitude, ça m'inquiète. Voilà. Vous pouvez aller explorer le sentiment de sécurité. On va dans le plus en plus précis, spécifique, hein, dans la recherche de violences subies potentielles. Donc, vous pouvez demander est-ce qu'il y a des moments où vous ne sentez pas en sécurité, où vous ne sentez pas tranquille, notamment chez vous. Vous pouvez demander toujours à travers le soin, est-ce que vous arrivez à faire vos soins comme vous le souhaitez? Et enfin, il est aussi possible de poser la question de manière clairement, y a-t-il des violences subies qui compliquent vos soins, puisque je constate que vos soins ne sont pas aboutis ou ont du mal à être faits, ou est-ce que vous subissez des violences? C'est aussi, quand c'est possible pour vous, une question qui est possible à poser. Voilà, donc si une fois cette question est posée, il est possible que du coup vous vous retrouviez en face d'une personne qui va parler, faire une révélation de violence. Même si on va avoir posé les questions, peut-être que vous allez vous retrouver face à des personnes qui vont vous révéler des violences puisque vous êtes identifié par du coup le logo Angela. L'idée en termes de pense-bête, ce serait de pouvoir recevoir la parole, pouvoir faire entrer ça dans une déculpabilisation, un non-jugement, dire à la personne que ce qu'elle vous dit, ça fait partie du soin que vous êtes là pour dispenser et que vous pouvez entendre, et qu'elle peut parler si elle en a besoin. Vous pouvez l'encourager, vous pouvez valoriser sa démarche en disant que c'est pas facile de venir de parler de violence, que c'est courageux, que vous l'encouragez à continuer, que vous la croyez. C'est possible de rappeler que ce n'est pas de sa faute. Une victime n'est pas responsable des violences qu'elle subit. C'est possible d'entendre aussi que la personne a peur de parler ou a peur de ce qui pourrait se passer après une révélation ou a peur de son agresseur. Et vous pouvez expliquer ce que vous êtes en capacité de faire si la personne a besoin d'être mise à l'abri ou d'être orientée
voilà, vous pouvez valider avec elle ce dont elle a besoin en fait en vous révélant ses violences. Pour l'orientation, donc, l'idée c'est de pouvoir d'abord identifier les personnes ressources de la personne dans son entourage. Demander est-ce qu'elle a des voisins, voisines, de la famille, des amis, peut-être des collègues si cette personne-là travaille, qui pourraient être ressources, qui pourraient lui permettre peut-être de partir matériellement ou de l'accompagner porter plainte si c'est ce qu'elle souhaite, etc. Voilà, qu'elle a un soutien affectif. Vous pouvez lui redonner les numéros d'urgence. Le 17, si elle est dans une situation d'urgence immédiate et qu'elle est en crainte, par exemple, pour sa vie de manière assez importante, donc c'est la police. Le 3919, c'est une ligne d'écoute pour les victimes de violences conjugales qu'elle peut appeler gratuitement et anonymement. Le 114, c'est par SMS. Du coup, c'est la même plateforme que le 3919, mais par SMS pour les personnes qui ne pourraient pas parler au téléphone, tout simplement pour diverses raisons. Il y a une plateforme nationale d'accompagnement des victimes en ligne où les personnes peuvent aller déclarer ce qui se passe pour elles, ce qui se passe chez elles, sans se rendre dans un commissariat où c'est pas forcément facile à faire. Et il y a évidemment les orientations vers les associations, les structures locales, donc le planning familial, les CIDFF, les maisons de santé, les associations spécifiques. Voilà, pareil, dans les ressources, vous pourrez retrouver toute une liste. Planning familial et CIDFF, c'est territorialisé. Il y en a dans à peu près tous les départements. Selon la zone géographique plus ou moins rurale, c'est pas forcément le plus facile d'accès. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des services de taxi, par exemple, qui peuvent être mis en place. Voilà, pour résumer, on vous propose donc une fiche réflexe. Donc, en premier lieu, écouter, croire la parole, ne pas juger, respecter le rythme. Il est important de savoir qu'une victime de violence, notamment de violence conjugale ou de violence sexuelle, son discours ne va pas forcément être linéaire. C'est possible que la personne parle, puis se rétracte, puis réaffirme des propos. C'est normal, ça prend du temps et ce n'est pas facile. Donc voilà, c'est euh, l'idée de respecter ce rythme-là. De pas forcément aller questionner la responsabilité de la victime. Donc du coup, pourquoi est-ce que vous restez dans une situation pareille? Vous devez absolument aller porter plainte. Il y a plein de raisons d'emprise, de contrôle, de peur qui font que les victimes restent, ou de moyens financiers aussi, qui font que les victimes restent avec leur conjoint violent ou ne souhaitent pas aller porter plainte. Voilà, ça, c'est pas forcément des leviers d'action très efficaces. Vous pouvez du coup aller évaluer le niveau de risque, si c'est possible pour vous à ce moment-là. Demandez à la personne est-ce que vous vous sentez en sécurité et à quel point vous vous sentez en insécurité si elle vous répond qu'elle a peur. Est-ce que vous êtes en sécurité de rester encore quelque temps, le temps dont vous avez besoin pour vous organiser dans ce logement, ou est-ce que là vous êtes en grande insécurité aujourd'hui? Est-ce que vous craignez quelqu'un en particulier? Est-ce que vous voyez vos violences s'aggraver? Et est-ce que les enfants, notamment s'ils sont du coup en bas âge, sont exposés aux violences que vous subissez? Ensuite, orienter, donc le 3919 ou les numéros qui ont été donnés avant. Si c'est une personne ressource, dans votre cas, ça peut être le médecin traitant ou directement les urgences aussi. La personne peut se rendre aux urgences, demander de l'aide ou être traitée aussi pour des blessures. Les urgences psychiatriques également sont une ressource si vous êtes face à une personne en grande détresse psy. Les associations, type CIDFF, Planning Familial, l'Association française contre le viol. Si danger immédiat, donc du coup le 17 ou le 112. Et l'URPS qui pour vous donc se fera ressource pour vous aider, vous accompagner dans ces révélations de violence. Ce qui peut être bien à faire pour vous, en fait, c'est de pouvoir noter. Soit ce que vous avez pu observer si vous n'avez pas été en capacité de poser des questions ou de recueillir une parole, ce qui est possible hein, dans la réalité des soins, mais au moins de noter les faits, l'agitation de la personne, le conjoint qui répond à la place ou qui est extrêmement contrôlant, les soins qui ne sont pas faits, voilà, de pouvoir noter ça, de transmettre au moins à l'URPS. Si la personne vous a parlé, l'idée c'est de pouvoir noter ses paroles de manière la plus exacte possible
après votre entretien, votre soin avec ces personnes-là, pour pouvoir les retransmettre dans une procédure judiciaire. Si elle a lieu, ça peut être assez précieux. Et de noter du coup la date de votre échange et les actions que vous avez pu réaliser. Alors vos soins classiques, mais si vous lui avez donné le numéro du 3919 par exemple, de pouvoir garder une trace de ça. Si vous souhaitez aller plus loin, moi je suis salariée sur l'organisme de formation pour le planning familial Nouvelle-Aquitaine. On est basé à Bordeaux et on propose des formations qui sont au catalogue du DPC, donc qui sont financées pour les professionnels de santé. Et on en propose une en novembre de cette année, dépister et prendre en charge les violences sexuelles et violences intrafamiliales en consultation de soins primaires. C'est une journée de formation en présentiel dans nos locaux à Bordeaux. Voilà, s'il y a des personnes qui s'intéressent pour aller plus loin. Vous avez des ressources que vous pourrez aller voir, voilà, pour aller plus loin. Donc, il y a un site pour venir signaler des violences que vous aurez pu constater en consultation. Vous avez une vidéo sur le psychotraumatisme et ce que ça crée chez les victimes, dans ce que je vous disais, de discours du coup assez peu linéaires, d'aller-retour par exemple, voilà, essayer de comprendre en fait ces mécanismes-là, comment ils se mettent en place pour pouvoir mieux les accompagner. Vous avez le replay d'un webinaire sur les violences sexistes et sexuelles, sur les femmes en situation de handicap spécifiquement. Un dossier sur le secret médical et les violences conjugales, comment naviguer entre tout ça. Une vidéo sur la culture du viol, essayer de comprendre ce que c'est. Et voilà, un chat donc pour les victimes, signaler une violence dont on serait victime, pouvoir demander de l'aide en fait en ligne à des professionnels de l'accompagnement. Voilà, merci beaucoup. Je vais relaisser la parole du coup à Frédéric, je pense. J'insiste une dernière fois c'est moi. sur... Ah oui, sur Karima, pardon. Merci de faire cette démarche-là et je vous encourage vraiment à ne pas rester seul. Voilà, l'idée, c'est vraiment pas de vous rajouter un fardeau sur les épaules, mais c'est bien de faire partie d'un réseau qui fera avancer la lutte contre les violences. Merci. Alors du coup, juste pour un petit point concernant les questions à venir, vous pouvez les déposer dans le chat. On y reviendra sur la fin du webinaire. Et également le QR code pour s'y inscrire. Et si vous avez des problèmes avec vos téléphones pour vous y inscrire, vous allez l'avoir également dans le chat pour le récupérer et vous y inscrire. Alors du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Alice. Le plus important, en fait, c'est qu'une fois qu'on s'engage dans cette démarche-là, c'est de ne pas être seul. C'est un peu la problématique de notre profession, c'est qu'on se retrouve à charger la mule. Et en cela, vraiment, l'alerte rouge, c'est de ne pas rester dans son coin. Donc, à partir du moment où je m'inscris sur le dispositif Angela, je me forme en conséquent, puisque tout d'un coup, je vais avoir une nouvelle évaluation clinique, une nouvelle communication, des choses où je ne suis pas sûre, voilà, de percevoir, de comprendre de la situation. Et pour ce faire, en fait, dans chaque département, les infirmiers libéraux qui s'engagent dans cette démarche Angela vont être recensés par les URPS et la préfecture départementale. Donc, par la suite, en fait, on va vous faire un petit listing de toutes les associations, de tous les dispositifs existants, de toutes les instances en fonction des départements, qu'on soit en milieu rural ou urbain. On voit très bien que ce n'est pas les mêmes dynamiques. Il n'empêche qu'il y a des choses qui existent. Et à notre niveau, nous, ce qu'on peut constater, c'est ces fameux signalements, en fait, où malheureusement, on a déjà un petit peu eu des expériences à devoir tout gérer seul, et la lettre au procureur, et, et comment porter les choses. Donc ça, on oublie, on ne reste pas seul. Et on a la possibilité de pouvoir, grâce à une adresse mail qu'on va vous présenter par le mailing à venir à la suite du webinaire, la possibilité d'être accompagné. Voilà, pour nous, ça nous tenait vraiment à cœur de ne plus être encore dans cette charge mentale, de devoir se justifier, de ne pas avoir au bout du fil le médecin traitant et comment faire pour avancer quand on se sent seul et qu'on n'ose pas casser des dynamiques
dynamique familiale, l'URPS sera là pour vous accompagner dans cette dynamique-là. Donc voilà, ça c'était quelque chose qui était important de vous partager. Alors, on vous en a beaucoup parlé de ce kit Angela. Vous allez voir, c'est c'est des petites choses anecdotiques, mais qui ont son importance. Donc, bien évidemment, l'affiche pour le cabinet, format typique pour bien être répertorié dans sa salle d'attente. On a le stickers électrostatique pour le coller sur sa voiture, donc comme son caducé. La possibilité également d'avoir le porte-clés ou enfin voilà le petit gadget sur la mallette infirmière. Tout ça dans le but d'être visible, d'attirer l'œil, que ben, nos familles dans comment chez qui on rentre en fait soient intriguées par ce petit sticker ce violet. Et qu'est-ce que c'est et en quoi ça consiste? Alors du coup ben, on est référencé là où ça va bien, tant mieux, mais il n'empêche que ça permet d'avoir l'information et qu'elle se diffuse au sein de nos réseaux respectifs, professionnels, et également auprès de nos patients. Il y a également une fiche pratique avec tous les contacts nécessaires. Je pense que ça, c'est vraiment ce dont on va avoir le plus besoin en fonction des dynamiques des départements. Et me semble-t-il que je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Donc voilà, c'est vraiment comme on peut le voir sur la slide. Alors, Angela, ça c'est vraiment le leitmotiv, c'est faisons cause commune autour de ce projet. Unissons-nous, agissons, luttons tous dès maintenant contre les violences sexuelles et sexistes. Et je n'ai pas fini parce que là, je vais faire vraiment plaisir. Ensemble, nous serons plus forts pour porter ces actions de prévention. Ensemble, nous serons plus forts pour valoriser notre profession. Ensemble, nous serons plus forts pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Et enfin, notre fameux QR code. Voilà. Donc, n'hésitez pas là pour poser vos questions, même en direct, si vous avez la possibilité de le faire ou de les poser dans notre chat. Le fameux QR code. Et puis, tentez-vous par l'expérience, essayez de, voilà, de voir comment ça peut être porté avec vos collègues. C'est une histoire d'engagement. En fait, je pense que le parti est pris hein, quand on arrive dans les maisons, dans les habitacles de nos patients, en fait, clairement, on est déjà engagé, en fait. On a déjà fait le pas de se dire que s'il y a une situation, une vulnérabilité, on est en conscience, et puis c'est plus qu'une conscience professionnelle, c'est vraiment un engagement en tant qu'individu. À mon sens, alerter, c'est un premier pas. Être accompagné pour le faire, c'est vraiment inscrire son professionnalisme dans cette dynamique-là. Donc, voilà, je vous invite vraiment à vous sentir libre de vous y engager, d'aller voir ce que c'est et de voir comment les choses peuvent être portées sans que ce soit une charge, parce que nous, on a un leitmotiv, c'est de ne pas charger la mule. On est déjà suffisamment voilà, sollicité par tout ce qu'on peut vivre au quotidien. L'idée, c'est vraiment de le faire en paix et pour ce faire, être formé. Donc, la suite à venir, c'est la possibilité, et vraiment, ça, on y tient, de pouvoir se former par des visios, des webinaires, du présentiel grâce à nos URPS. Du coup, je regarde juste rapidement. Merci. Pardon, Frédéric, je t'ai coupé la Non, parole. non, non, je voulais vous remercier toutes les trois d'avoir pu animer ce webinaire. Je voudrais aussi remercier notre collaboratrice, Madame Maëva Marcoing, qui est notre chargée de communication pour également tout ce dossier, ces mises en relation, ce Teams pour le webinaire. Donc là, moi, je ne sais pas comment on voit des questions, s'il y en a sur le chat. Je ne sais pas comment on fait. Autant j'ai su appuyer sur la flèche pour passer les diapos. Là, je ne sais plus trop ce qu'il faut faire. Donc, s'il y en a qui les voient, les questions, mais vous pouvez y répondre. Oui, il y a des questions. Allez-y, je vous laisse. C'est Madame. Oui, Danière Moreau. Oui, c'est Madame Danière Moreau, mais peut-être enfin, je peux lire les questions si vous le souhaitez. Oui, Donc, moi, je ne sais pas faire. Voilà, donc je les ai sous les yeux.
Il y a une première question qui indique que la conjointe sourde de mon patient est porteuse d'échymose au cou et à un œil. Son mari est forcément présent puisque les soins sont pour lui. Comment puis-je rentrer en contact avec elle sans qu'il y ait une suspicion de la part du conjoint? Je suis en milieu rural, peut-être une question pour Alice. Oui, merci. Effectivement, j'ai lu la question. J'entends la situation est bien difficile puisque du coup, de ce que je comprends, le patient est donc le mari. L'idée de demander au conjoint de sortir pendant les soins ne fonctionne pas puisque c'est lui le patient. Euh, c'est possible éventuellement de faire un signalement auprès des autorités locales d'une inquiétude que vous avez sur cette personne-là en constatant les faits ou éventuellement vous pourriez essayer s'ils sont présents tous les deux, parler des associations locales en fait sur le sujet, un petit peu comme une présentation parce que vous auriez un partenariat avec cette structure-là ou de présenter le dispositif Angela comme si vous le présentiez à tout le monde. Voilà, pour essayer d'éviter les suspicions. Après, j'entends que la conjointe est sourde. Je ne sais pas si c'est une personne qui est appareillée ou qui peut lire sur les lèvres. Voilà, c'est les idées que je peux avoir pour l'instant. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Oui, peut-être évoquer que le stickers peut être un moyen d'ouvrir le dialogue également, voilà, pour les personnes. Alors, c'est vrai que le handicap peut être compliqué et à surmonter, mais le dialogue peut être enclenché par le fait qu'il y ait ce sticker, qu'il n'est pas forcément connu et que les personnes peuvent poser la question de qu'est-ce que c'est que ce sticker, à quoi ça fait référence. Et donc, le dialogue peut être entamé. Il y avait une autre question. Alors, c'est plutôt Valérie Lamarche, donc la déléguée départementale de la Vienne, qui évoque qu'effectivement, dans plusieurs départements, ont été mis en place ce qu'on appelle des bons taxis pour une mise à l'abri ou pour des rendez-vous avec les forces de l'ordre ou la justice ou l'unité médico-judiciaire. Je l'ai évoqué en début de présentation. Et en milieu rural, c'est très précieux, effectivement, d'avoir ces moyens qui permettent aux femmes d'être véhiculées pour leur démarche. Mais c'est vraiment le prescripteur sont effectivement souvent les forces de sécurité intérieure ou la justice. Une autre question est de dire, je fais partie d'une MSP et nous avons été sensibilisés, toutes les catégories professionnelles, par la maison de soi, donc c'est en Corrèze. Votre dispositif, votre dispositif est donc complémentaire, oui, tout à fait. Oui, vous avez raison, le dispositif Angela va être bien complémentaire. Vous avez les liens d'inscription et ensuite, il y a Sophie Bernard qui indique n'avoir jamais entendu parler du dispositif. Pensez-vous que beaucoup de femmes le connaissent? Peut-être Alice? Oui. Alors, je dirais que dans les territoires de ville, c'est de plus en plus identifié, oui, puisque du coup, le visuel est présent dans beaucoup de lieux publics et dans les transports en commun de certaines grandes villes. Maintenant, je suis pas sûre non que tout le monde le connaisse, notamment dans les territoires ruraux. Peut-être que ça vaut le coup de le présenter du coup quand vous recevez le kit, notamment si les personnes remarquent que c'est nouveau, ou simplement d'en faire un espèce de rituel, quand bien même vous n'avez pas repéré de signaux inquiétants, le présenter pour répandre le message et faire entendre que vous pourriez être ressource si les personnes en ont besoin. Voilà. Ensuite, une autre question, je suis dans le 47 et je voudrais des liens sur le projet en Lot-et-Garonne. Donc ça, c'est plutôt Maëva qui va pouvoir donner le lien. Oui, alors pour le lien, soit la personne est au webinaire, c'est pas encore inscrite pour devenir Angela. Dans ce cas-là, elle a le QR code devant ses yeux.
Dans tous les cas, nous, on a déjà communiqué par newsletter vers tous les infirmiers libéraux de la région Nouvelle-Aquitaine pour justement leur parler du dispositif et entre autres leur parler de ce webinaire aujourd'hui. Donc là, on va continuer à envoyer une communication, qu'elle soit sur les réseaux ou également en newsletter. Donc, euh, donc oui, en Lot-et-Garonne, la personne, ben, elle peut s'inscrire et puis il y aura sûrement, hein, puisqu'il y a déjà des Angela, des infirmiers Angela hein, qui s'inscrivent. Donc, le kit se prépare pour que chaque infirmier libéraux qui devient Angela puisse recevoir tous les documents. Donc, dans ce kit, là, on en a parlé. Il y aura également enfin, des fiches pratiques, des fiches réflexes, donc que la direction régionale va nous donner, ce qui fait que dans chaque département, quand vous recevrez le kit, il sera véritablement pour votre département. Vous pourrez voir dans votre département mais quelles associations travaillent sur ce sujet avec des numéros et des contacts. Et ça, on peut remercier la direction régionale de nous donner ces documents. Donc ça, c'est important. Voilà. Et donc, le commentaire suivant, c'est effectivement est en lien avec ce que vous dites, hein, puisque c'est Marie Renard, la déléguée départementale de la Corrèze, qui indique que les délégués aux droits des femmes de votre département peuvent vous accompagner pour la formation, la sensibilisation et la mise en lien avec les associations spécialisées de vos territoires. Des réseaux existent par département et vous pouvez vous appuyer sur eux. Tout à fait, voilà, c'est ce qu'on a dit en tout début effectivement aussi de webinaire. Dans les fiches réflexes, je reviens un petit peu sur les fiches réflexes, vous aurez donc par département tous les contacts de ces réseaux associatifs et le contact de la déléguée départementale. Donc, vous pourrez vous appuyer vraiment sur tous vos acteurs locaux. Donc je crois que c'est important, hein, c'est vraiment un réseau. L'infirmier libéral, il ne va pas révolutionner le monde, il est un des maillons de la chaîne. Donc ça, c'est important. Hein. Et je crois que et Karima l'a dit et redit, hein, on est 7 jours sur 7 au domicile, 24 heures sur 24. Donc ça, c'est quand même important. Est-ce que, alors je vois moi des mains se lever. Euh, Maïtena Bru, là, je vois qu'elle lève des mains, il y a des... Voilà, donc... mais je ne vois pas plus. Bon. Ensuite, il y a un commentaire qui dit effectivement sur Bazas hein, que nous sommes plusieurs professionnels de santé au sein de notre MSP sur Bazas et donc l'infirmière en parlera autour d'elle. Donc effectivement, voilà, c'est vraiment bien. Il y a... Alors oui, est-ce que lorsque les infirmières interviennent à domicile, elles laissent des pansements ou autres qui pourraient être dans une poche comme on a fait avec les pharmacies, avec les numéros utiles? Ah oui. Je n'ai pas compris la question là. Alors la question, c'est si je reformule, c'est quand les infirmières interviennent à domicile, elles peuvent laisser des pansements dans des poches et à ce moment-là, ces poches ou ces sachets pourraient, des sachets pharmacie, et ces sachets pharmacie pourraient avoir les numéros utiles aussi. Et ça pourrait être un moyen de communication auprès des patients qui ne peuvent pas se déplacer. C'est une bonne idée. Mais on n'a pas reconduit cette action de communication sur les sachets de pharmacie. C'est parce que c'est très, très cher et qu'on préfère privilégier les subventions aux associations. Mais voilà, c'est quelque chose auquel on réfléchit à nouveau pour communiquer de façon plus large. Donc, on prend bien en tout cas, on prend bien l'idée. C'est une bonne idée. Voilà, j'ai plus d'autres questions. Alors, pour les mains levées, j'ai Isabelle en première. Si elle est encore avec nous, je lui donne la parole. Autorisez le micro. Isabelle? Ou sinon, vous pouvez poser votre question dans le chat, hein, ça sera plus simple peut-être. Et Maïtena? Je pense qu'on a un souci. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, super, si. Ouais. On vous entend, Maïtena. Ouais, merci beaucoup, merci à tous. Merci beaucoup Alice. Je voulais juste profiter de ce petit espace par rapport au planning familial et ce qui se passe en ce moment, et peut-être mobiliser toutes mes collègues et tous mes collègues, il y en a quelques-uns ici
On peut voir quand même que la majorité des gens qui suivent cette formation sont des femmes malgré tout. Mais voilà, les sensibiliser au fait qu'aujourd'hui, l'ARS a décidé de peut-être complètement supprimer les subventions faites au planning familial et que il se peut que ne puisse plus continuer. Euh, Au vu de ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui, je pense qu'il est plus qu'essentiel. Et vous avez une pétition en ligne qui peut peut-être les aider. Il y a déjà 55 000 signatures. Donc voilà, n'hésitez pas. Je pense que nous sommes tous indispensables dans cette lutte pour les violences faites aux femmes. Merci beaucoup pour votre message. Je crois que nous, on soutient la pétition et si on peut écrire un courrier à l'ARS, on ne va pas se gêner, hein, je vous le dis franchement, puisque on le sait, hein, on le sait que vous êtes un maillon essentiel. Là aussi, hein, c'est un maillon de la chaîne. Donc, bien sûr, qu'on vous soutient. Et juste peut-être, c'est Valérie Edef qui évoque que l'initiative est régionale. Peut-on imaginer être développée au plan national? En tout cas, nous, on s'engage à faire porter cette initiative au niveau national parce qu'on trouve l'initiative, en tout cas, extrêmement pertinente, courageuse, utile, hein. C'est un des, comme vous l'avez évoqué, vous êtes un réseau vous êtes un réseau qui vous dissémine, enfin, vous êtes dans tous les territoires auprès des patients, des personnes qui sont isolées. Et donc, vous êtes un vecteur de communication essentiel, vous êtes un vecteur de repérage et de dépistage de ces situations qui est essentiel. Je reviens sur le fait qu'il faut ne pas être seul et d'où la forte responsabilité de l'URPS pour animer ce réseau et vous épauler et vous accompagner. Mais effectivement, c'est une initiative qui est extrêmement puissante. Merci beaucoup. Je crois qu'on va arrêter là. Il est 15 heures. On avait prévu 1 heure. On est bon. Hein, merci à vous toutes et à vous tous d'être venus, d'avoir participé et de nous avoir écoutés. Merci et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, bon Au revoir. après-midi, au revoir.